Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Champ des Possibles, un plateau du Champ des Possibles de Semae et l'Opinion, mais qui exceptionnellement aujourd'hui sera présenté en duo avec Pascal Perry, qui est à mes côtés pour une invitée exceptionnelle, puisque nous recevons aujourd'hui Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bonjour Madame Genevard. Bonjour. Vous avez passé toute la semaine, c'est votre moment préféré de l'année sans doute, sur ce salon de l'agriculture, votre salon de ministre de l'Agriculture. Alors on va commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un peu comment vous vous êtes senti ici, puis comment vous évoluez sur ces questions agricoles, sur ces questions alimentaires que vous avez prises en main il y a quelques mois? Alors je dois dire que ce salon s'est formidablement bien passé. Et ça n'est pas un salon comme les autres, à vrai dire. D'abord parce qu'il clôt une année qui a été particulièrement difficile, et puis aussi parce que les élections sont maintenant achevées. C'est un moment de respiration, je dirais un moment d'apaisement, et je le veux aussi comme la première page d'un rebond de notre agriculture. Avec un certain nombre de messages que je délivre aux agriculteurs depuis des mois, mais qui se sont trouvés formalisés ce week-end. Des messages très forts sur lesquels j'ai voulu insister et qui sont amplifiés par les prises de position du président de la République et du Premier ministre. Réhabiliter l'acte de production. Produire n'est pas un gros mot. La production et le productivisme, ce n'est pas la même chose. Que ceux qui accusent notre agriculture d'être productiviste aillent dans des pays où elle l'est véritablement et ils réviseront leur jugement. Donc ce salon, c'est un moment particulièrement heureux pour le monde agricole parce que c'est une grande fête populaire. C'est le moment où les agriculteurs peuvent se montrer, partager, échanger avec les Français. Et je le veux comme vraiment le rebond qu'attend le monde agricole. C'est le salon des solutions, c'est ça? Vous savez, votre lointain prédécesseur Edgar Pisani parlait du pacte alimentaire entre les agriculteurs, les producteurs et le marché, avec les politiques. Alors il y a parfois des passagers clandestins chez les politiques. Vous l'avez évoqué rapidement, mais est-ce que vous avez le sentiment que la compréhension de ce monde-là progresse dans l'opinion? Alors je pense que les Français sont parfois plus raisonnables que certains à propos de l'agriculture. Ils comprennent bien que l'agriculture, ça a à voir avec le quotidien des Français, c'est-à-dire leur alimentation. Ils ont désormais fait le lien entre l'alimentation et la santé. Ils ont compris que, à force d'interdire et de brider l'acte de production, ils allaient être de plus en plus contraints à recourir à des productions qui sont étrangères, qui ne sont pas toujours contrôlées. Et donc, la reconquête de la souveraineté alimentaire du pays, c'est un message qui commence à être entendu des Français. Quand on parle de production, de reconquête de la souveraineté alimentaire, ça suppose des moyens de production. Ça suppose des outils. Et ces outils, les agriculteurs qui sont descendus dans la rue l'année dernière ont expliqué qu'on leur retirait les uns après les autres. Alors, on parle de phytosanitaire, on parle de capacité à installer des élevages, on parle aussi de l'utilisation de l'eau. Comment est-ce qu'on peut rendre à l'agriculture les moyens de production dont elle a besoin et qu'on lui conteste, parfois pour des raisons environnementales, parfois pour des raisons politiques? Comment on peut faire? Alors avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la loi d'orientation agricole a sanctuarisé l'idée que l'agriculture est d'intérêt général majeur et que la souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la nation. C'est désormais inscrit dans le code pénal et c'est très important. Ça place l'agriculture au bon niveau d'importance où elle doit se mettre dans notre société. Pour produire, il faut trois choses. Il faut de la terre. Et c'est la raison pour laquelle il faut protéger la surface agricole utile comme la prunelle de nos yeux. Surtout que la terre française est bonne. Voilà, il faut donc protéger nos sols, les régénérer et surtout les conserver, veiller à les protéger de tous ceux qui veulent s'en emparer. Deuxièmement, il faut de l'eau. Parce qu'il y a un risque là, dans votre esprit? Ah ben, il y a un risque permanent. Il y a une pression, d'abord, la forêt a gagné énormément de terrain sur la terre agricole, énormément. Deuxièmement, l'urbanisation. C'est une évidence, donc il faut vraiment protéger la terre agricole. Deuxièmement, il faut de l'eau. Et là, on se heurte à tous, je dirais, les idéologues de la terre qui considèrent que quand un agriculteur prend de l'eau, il la dérobe au bien commun.
c'est une absurdité. On ne peut pas produire sans eau, c'est impossible. Moi, je suis allée en Occitanie, la situation est à pleurer, franchement. Quand vous êtes devant des vergers qui sont morts de soif, quand vous voyez qu'on dispute aux agriculteurs de simples stockages de l'eau, avec les masses d'eau qui sont tombées cette année, ne me dites pas que nous n'aurions pas pu en conserver un peu pour l'agriculture. Et la troisième chose, il faut des moyens de protection des cultures, produits phytosanitaires ou alternatifs quand elles existent. Je vais prendre un exemple. En Indre-et-Loire, les agriculteurs utilisent 1/400e de l'eau qui tombe du sel du 1er janvier au 31 décembre. Et puis on a dans l'ouest français des nappes phréatiques qui sont pleines. Aujourd'hui, on va prendre les Deux-Sèvres et la Vendée, par exemple. Eh bien, il y a toujours une administration qui conteste, ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les écologistes, c'est l'administration qui mesure, qui conteste l'utilisation de l'eau. Mais l'administration, ça dépend de vous, Madame la Ministre. Oui, bien sûr. Alors, il y a, je dirais, une conversion à opérer. Il faut rendre légitimer certaines demandes des agriculteurs. C'est ce que j'ai fait dans le discours que j'ai prononcé ce dimanche à l'inauguration du stand du ministère. Il faut libérer les agriculteurs de toutes les accusations indues et indignes parfois qu'on a à leur égard. Ça, c'est un changement culturel. C'est un changement culturel. C'est plus compliqué, non ? C'est le plus compliqué, mais en tout cas, c'est un chemin sur lequel je veux les emmener. Et j'ai été très claire sur ce sujet. Et aujourd'hui, il faut décorseter le monde agricole de tout ce qui est inutile. Bien sûr, il faut protéger l'environnement. Et vous ne m'entendrez jamais dire c'est l'agriculture contre l'environnement. Il faut trouver ce chemin de combinaison entre les deux. Du reste, les agriculteurs le savent puisque l'environnement est leur outil de travail. Bien sûr. Et donc, vous avez raison de rappeler la proportion. Les masses d'eau qui sont tombées, on en aurait prélevé et stocké un peu. Ça n'aurait pas nui à l'environnement et ça aurait été profondément utile aux agriculteurs. On a ce sujet qui va revenir aussi sur la question des phytosanitaires, de la protection des cultures. On sait que la France a interdit par la loi les néonicotinoïdes. Alors certains sont interdits par ailleurs en Europe, mais il reste une molécule dont on a privé les agriculteurs français alors qu'elle est totalement légale au niveau européen, qu'elle ne pose pas de questions sanitaires de fond pour l'agence sanitaire européenne. D'ailleurs, elle va être encore autorisée pendant de nombreuses années. Il est question de la réintroduire dans la pharmacopée française de protection des cultures. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est souhaitable déjà? Eh bien, de façon générale, quand on interdit des moyens de traitement qui sont autorisés partout en Europe, on met nos producteurs en concurrence sur une même zone de production, l'Union européenne, et ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible de brider nos agriculteurs en leur infligeant des interdictions qui n'existent pas sur le même territoire de production qu'est l'Union européenne. Et du reste, le commissaire Hansen, que j'ai reçu hier, a été très clair sur le sujet. Il dit que tant qu'il n'y a pas d'alternative, il ne faut pas interdire. Avec toujours la précaution de dire, à condition qu'il n'y ait pas une mise en danger de la santé humaine. Mais je ne peux pas croire que 26 autres pays européens aient choisi d'empoisonner leur population en autorisant des substances que chez nous, nous avons interdites. Donc il faut raison garder dans ce débat. On s'est engagé sur le chemin de la réduction des produits phytosanitaires, mais... On est sur le trait ? Mais il faut bien prendre la mesure de la transition et du temps nécessaire de la transition. Là, on laisse certaines filières complètement démunies, dramatiquement démunies de tout type de traitement de protection. Et ça n'est pas bien. Sur l'acétamipride, donc c'est un néonicotinoïde qui reste autorisé en Europe parce qu'il n'est pas tout à fait comme les autres, et notamment par rapport aux pollinisateurs. Et les Européens l'ont bien compris puisqu'ils en permettent l'utilisation. Dans le texte du Sénat, c'est une proposition de réautorisation sous condition pour les filières en impasse de traitement, de façon dérogatoire, pour une durée limitée. Donc tout ça a été quand même assez prudemment encadré. Il appartient maintenant aux députés de se prononcer sur sa réintroduction
mesurée. Et quel sera l'avis du gouvernement sur ce point-là? Alors, l'avis du gouvernement a été de dire on ne rétablit pas de façon totalement débridée, mais on la réautorise sous condition. Le gouvernement a émis un avis de sagesse. Je pense que dans ce texte, il y a des dispositions très utiles pour lever toutes les contraintes qui pèsent sur nos producteurs. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'être à la fois pointés du doigt et à la fois empêchés de produire ce pourquoi ils sont faits. Mais est-ce que vous percevez aussi que le fait de réautoriser un produit sous contrainte, c'est une façon de l'interdire? C'est une façon de le désigner et de le présenter comme responsable? C'est binaire, c'est oui ou non. Oui, ce que je veux dire. J'entends ce que vous me dites et j'aimerais pouvoir répondre de façon binaire. Il se fait que nous avons un Conseil constitutionnel qui s'est prononcé déjà. Il y a une jurisprudence. Donc on est obligé de tenir compte de cette jurisprudence. Elle a autorisé le recours à ce néonicotinoïde sous les conditions que je vous ai exposées. Vous avez rencontré hier le commissaire Christophe Hansen, qui est le nouveau commissaire européen à l'agriculture. Il est luxembourgeois. Il a pour particularité d'être fils et frère d'agriculteurs. Alors, déjà, quelle première impression vous a fait cette rencontre? C'était peut-être votre première rencontre Non, je l'avais déjà rencontré à Bruxelles. Nous avions eu un entretien dès sa nomination. Mais là, il est resté... il est encore sur le salon aujourd'hui, du reste. Il m'a fait une excellente impression. Pourquoi ? D'abord parce que sa conception de l'agriculture rejoint en tout point celle que je défends et celle qu'attendent, je crois, les agriculteurs de notre pays. D'abord, il veut aller au contact des agriculteurs des pays européens pour bien comprendre les problématiques. On a eu un entretien bilatéral tous les deux. Ensuite, je lui ai demandé de rencontrer les principales filières et les organisations professionnelles agricoles. Il a passé du temps à les écouter. Il a une approche économique de l'agriculture. Et moi, ça me plaît parce que les agriculteurs sont des entrepreneurs du vivant. Oui, bien sûr. Ce sont des acteurs économiques fondamentaux, non seulement dans la partie production agricole, mais dans la partie transformation. Savez-vous, vos auditeurs savent-ils que l'industrie agroalimentaire, le monde de l'agroalimentaire, de la petite entreprise jusqu'à l'entreprise internationale, c'est la première industrie du pays? C'est le premier contributeur au commerce extérieur, je crois, à égalité avec l'aéronautique. C'est considérable. J'ai visité des entreprises agroalimentaires qui sont exceptionnelles de technicité. Elles économisent l'eau, l'énergie, elles sont solidaires de leurs producteurs, elles innovent technologiquement, elles répondent aux besoins et aux attentes du marché. On a une pépite et on ne le sait pas. Alors, Madame la Ministre, puisque nous sommes entre nous, on peut se dire un certain nombre de choses. Le monde paysan a peut-être douté au moment où vous avez été nommé ministre de l'Agriculture parce qu'il ne vous connaissait pas bien. Et puis on s'aperçoit, et c'est des informations qu'on partage avec Emmanuel, que vous gagnez une grande partie de vos arbitrages. Ça veut dire que vous avez pris possession de vos sujets et que vous aimez manifestement ce que vous faites, ce qui est plutôt honorable. Il y a un arbitrage qu'il faut gagner, c'est celui des prix. Dans l'opinion, c'est formidable la souveraineté alimentaire, c'est essentiel de produire, mais par définition, nos coûts de production ne sont pas ceux du Maroc et ne seront jamais ceux du Maroc. Comment gagnons-nous collectivement l'arbitrage auprès de l'opinion pour que les Français réinvestissent leur assiette, c'est-à-dire payent le vrai prix de leur alimentation? Vous avez raison, je dis toujours les Français doivent reconquérir leur assiette. Il y a quelque chose de régalien dans ce combat. Vous savez, il y a quelques années, la part dans le budget des ménages dédié à l'alimentation était de 30%. Aujourd'hui, c'est moitié moins, 15%. Le logement pèse de plus en plus lourd dans le budget. 29%, taux d'effort 29%. Mais aussi tous les objets connectés, toutes sortes de choses. Absolument. Donc il faut... Moi, quand j'allume la radio et que j'entends, la première chose que j'entends sur les radios privées, c'est le moins cher.
C'est la publicité du moins cher. Ça fait 50 ans que ça dure. Exactement. 50 ans. Exactement. Et donc, dans ce combat-là, tout le monde est perdant parce qu'on détruit de la valeur au lieu d'en produire. Et dans l'enjeu d'Egalim, ce qu'il faut, c'est produire de la valeur. Ce n'est pas la détruire sur un ou l'autre maillon. Donc il y a toute une acculturation, toute une reconquête de l'opinion publique pour dire ce qui est dans votre assiette est utile et précieux, est bon pour votre santé, regardez ce que vous mangez, consommez différemment. C'est pour ça que se multiplie la consommation de proximité, la vente directe, c'est très bien, parce que les gens renouent avec la confiance de la proximité. Mais c'est un long combat, c'est un combat qui est en train de se mener en ce moment dans les négociations commerciales, qui est très important. Où on discute encore au centime près. C'est-à-dire qu'on nous dit tous les ans, vous allez voir, ce sera mieux, on va respecter les producteurs. Dans les boxes de négociation, c'est l'endroit le plus dangereux de France. Vous vous faites braquer aujourd'hui quand vous êtes fournisseur. Alors, quand même, la loi Egalim a permis de mieux protéger le producteur, la matière première agricole. Aujourd'hui, l'attention se reporte sur le transformateur. Or, quand il y a de la transformation, il y a de la production. Oui. Et quand il y a de la production et qu'il n'y a pas de transformation, c'est une fragilité pour le producteur. Donc c'est un couple précieux qu'il nous faut protéger, c'est impératif. Et c'est ce qui se joue en ce moment dans les boxes de négociation. C'est pour ça que la distribution, la grande distribution, a délocalisé en Europe. Oui. Et ça n'est pas bien, ça n'est pas normal. Et nous allons regarder avec Véronique Louwagie, ma collègue du commerce, nous allons regarder très précisément comment se passent les choses. Chacun doit gagner sa vie. Les distributeurs aussi, bien sûr. Ce ne sont pas les ennemis, mais ils doivent contribuer à la préservation de la valeur et pas à sa destruction. Dans le débat qui monte sur la remise sur le métier législatif d'Egalim, on arrivera probablement à une 4e version. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Alors peut-être que c'est un peu disruptif comme opinion, mais on a eu des lois sur la consommation, sur les négociations commerciales, sur l'encadrement des relations, quasiment une par an depuis 20 ou 25 ans. C'était un maquis, c'est devenu très difficile, y compris pour les PME, parce qu'elles doivent gérer maintenant des contraintes juridiques, administratives qui sont énormes. Oui. Est-ce que peut-être juste remettre le simple acte de négociation sur des prix que chacune connaît, elle connaît ses coûts de production, ne serait pas plus simple? Est-ce qu'il ne faut pas là aussi alléger un peu la norme et la contrainte de manière à ce que ça fonctionne mieux dans la discussion? Si ça avait bien fonctionné, on n'aurait pas été obligé de légiférer. Il y a un moment où on s'est dit il faut quand même que le producteur, qui est le début de la chaîne, qui est la base de tout, puisse être convenablement rémunéré. C'est le SRP plus 10 sur lequel on va légiférer avant le 15 avril. Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple. Le kilo de bœuf qui sort de l'abattoir, qui est donc prêt à la consommation et à la transformation, c'est 10 € le kilo. C'est quasiment le prix qui est vendu en supermarché sous la forme de steak haché. Comment voulez-vous que le transformateur, c'est-à-dire celui qui va hacher la viande, l'emballer, l'étiqueter et la rendre prête à la commercialisation, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Donc on voit bien là que si on laisse au seul marché la liberté de faire, ce qu'une libérale comme moi appelle de ses voeux, eh bien, ça ne marche pas. Alors, il ne s'agit pas de figer les choses pour le transformateur comme pour le producteur, parce qu'on n'est pas dans une économie complètement administrée. Mais il faut que chacun revienne à la raison, parce que la dureté de ces négociations en ce moment est très périlleuse pour tout le monde. Parce qu'en fait, oui, le marché votera, et il votera pour le moins cher. Oui. Et nous ne serons jamais les moins chers, pour des raisons sociales qui sont parfaitement légitimes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos paysans français ressemblent aux paysans brésiliens ou que sais-je. Enfin, bon, on a notre histoire.
On a notre histoire, on en est fiers. C'est pour ça que le titre de ce salon est très beau, fiers de notre agriculture. Il faut vraiment qu'on mesure la chance que nous avons d'avoir des producteurs de très grande qualité et des productions de très grande qualité. Et ça, je pense que l'opinion publique s'approprie progressivement ce message. Et vous savez, il y a tout l'enjeu aussi de l'éducation à l'alimentation. Et là, c'est tout le travail que nous faisons avec les plans alimentaires territoriaux. L'école. L'école est un lieu d'apprentissage des goûts, des produits. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, je vous le dis, les modes de vie ont changé. On ne cuisine plus. Vous avez vu ce sondage-là, paru cette semaine, c'est passionnant, qui dit que plus de 50% des produits frais sont achetés par les plus de 60 ans. C'est-à-dire par ceux que vous décrivez, des gens qui s'assient à une table pour déjeuner ou dîner et qui savent faire la cuisine. Ça veut dire que c'est pas gagné. Non, c'est pas qui ont gagné. un peu d'argent. Oui, mais alors on vit une forme de paradoxe parce que les Français cuisinent moins, mangent moins à domicile, ou quand ils mangent à domicile, ils mangent pas mal de produits transformés, voire ultra transformés, et ils n'ont jamais autant regardé les émissions de cuisine. Donc il faut on demande à tous ceux qui promeuvent la cuisine de promouvoir aussi l'acte de faire la cuisine chez soi, ce qui est plus sain, moins cher, et puis qui permet de renouer avec un moment qui est capital dans la vie des familles, qui est le repas partagé. Si vous me le permettez, on pourrait peut-être maintenant dézoomer un peu sur nos sujets agricoles nationaux et se rendre compte que la France, c'est un îlot de variété et de qualité agricole, dans un monde qui est en train de changer extrêmement vite. Et on entend ici beaucoup dans les allées du salon la crainte de plusieurs sujets. Les importations ukrainiennes qui se poursuivent, ça a été l'aide de l'Ukraine, on a aidé l'Ukraine à importer ses produits en Europe. On a le sujet du Mercosur qui monte et on a un troisième péril qui est la volonté de Donald Trump de taxer un peu plus les produits européens. Ça fait beaucoup à la fois, ce monde qui bouge là. Ah oui, les périls viennent de toutes parts et c'est la raison pour laquelle j'utilise moi ce langage presque conquérant et régalien. L'alimentation peut devenir une arme. On l'a vu dans le conflit russo-ukrainien. Avec l'embargo sur le blé ukrainien, on voit bien à quel point l'alimentation peut être une arme. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se préserve de cela. Donc sur l'Ukraine, moi je pense que l'agriculture ne peut pas porter à elle toute seule la solidarité avec l'Ukraine qui est injustement attaquée. Et on l'a bien vu, la levée des droits de douane a complètement et très rapidement déséquilibré la filière volaille, la filière de l'œuf. Il a fallu mettre des freins d'urgence. En l'état, c'était indispensable, sinon on allait y laisser notre peau agricole. Une question sur l'Algérie. Il y a un conflit aujourd'hui avec nos voisins de la Méditerranée. La France a été pendant très longtemps un des principaux fournisseurs de blé panifiable à l'Algérie, à tel point que la fourniture française représentait 90% de la demande algérienne. Aujourd'hui, nous sommes tombés sous la barre des 10%, totalement substitués par les Russes. Est-ce que cette porte est définitivement fermée ? Quand on est à 10% d'exportation sur l'Algérie, la porte est quasiment fermée. Et on voit bien que l'entrisme russe sur le continent africain est une arme d'influence très forte, surtout sur le blé. Là, rappelez-vous, les révoltes du printemps arabe, c'était autour de l'alimentation. Le prix du pain. Oui. Et la France est une grande exportatrice de céréales. Et à ceux qui disent, mais pourquoi finalement on ne se recentre pas sur la production à une finalité française ? Au fond, on produit pour nous-mêmes et puis le reste, peu importe. Or, la production de céréales françaises à l'étranger, c'est aussi une source de stabilité politique dans certains pays. Et c'est très important de le comprendre. Merci beaucoup Annie Genevard. Merci Pascal d'avoir... Merci de m'avoir accueilli. Mais non, mais c'est un plaisir. Merci Madame Genevard. Vous êtes encore là une bonne grosse journée jusqu'à demain. Sur ce salon de l'agriculture, vous allez arpenter les travées, continuer à écouter ce qu'on a à vous en dire dans le monde rural. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous dis à l'année prochaine sur ce même plateau du Champ des Possibles.